Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur la chaîne L'Heure à venir. Donc l'heure à venir, donc le mot l'heure parce qu'on vient du département 27, l'heure. C'est une nouvelle chaîne, donc c'est la première vidéo qui sera postée sur cette chaîne-là. Et c'est une vidéo qui va parler de pas mal de thématiques déjà du département. Et ensuite de thématiques, on va dire, au sens plus large, qui se passent en France. Donc là, comme en ce moment, il y a la réforme des retraites, qu'on va parler un petit peu après, et le pourquoi d'aller manifester, et pourquoi c'est important d'aller manifester. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu, pas forcément côté privé, mais un petit peu ce que toi tu fais, pourquoi tu manifestes, etc. Bonjour Dimitri, bonjour Bonjour. à tous. Moi je m'appelle Jean-Christophe Turpin et je suis bénévole politique, enfin militant politique diront certains. Donc la question c'est pourquoi manifester? Ouais, déjà, pourquoi manifester et peut-être déjà parler un tout petit peu de la réforme des retraites là. Et c'est quoi qui t'énerve dans cette nouvelle réforme des retraites? Puisqu'il y a beaucoup de personnes à qui j'entends parler, en gros, pour eux, la réforme, c'est juste de passer de 62 à 64, et pas plus. En fait il y a beaucoup d'éléments dans la réforme des retraites qui fait qu'on est, enfin moi parmi d'autres, on est franchement opposé à cette réforme. En fait c'est déjà, pour prendre de la hauteur, c'est un projet de société qui va pas du tout. C'est à nouveau, on fait tout peser sur les travailleurs, les gens qui sont salariés, les classes populaires, pour financer notre système, alors qu'à nouveau, comme d'habitude, Macron favorise les plus riches et fait qu'ils récupèrent tout l'argent, alors que au final, si on allait chercher l'argent dans les bonnes poches, on pourrait tous avoir limite la retraite à 60 ans parce que c'est finançable et on a des propositions pour pouvoir le faire. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que Macron nous retire les 2 meilleures années de retraite, de vie de retraite. Là où on est encore un peu en forme après le boulot, de 62 à 64 ans, sachant que la vie en bonne santé, c'est 64 ans la limite en France actuellement, et et ça stagne depuis 7 ans. Donc il va nous rajouter 2 ans de boulot où on sait que les hommes, enfin que les personnes âgées n'arrivent pas à trouver de boulot, donc c'est 2 ans de RSA ou de chômage pour les seniors. Et pour les femmes avec les carrières hachées, pour l'ensemble, c'est aussi très pénalisant parce que ils nous retirent 2 ans. Déjà, ils nous volent 2 ans de cotisation parce que du coup, on repart à la retraite non plus longtemps. Donc c'est 2 ans de plus où on touche pas à la retraite. Moi, on va dire que j'en sais beaucoup moins de toi, mais j'ai lu pas mal d'articles qui disaient que dans tous les cas, la retraite telle qu'elle est maintenant, elle est déjà financée, c'est finançable, et que même si on a un déficit, par exemple, de 2 3 ans, on a une réserve. Ça, c'est vrai qu'on Mhm. a une réserve Ouais, de... c'est Jospin qui avait établi une réserve avant les années 2000, donc qui permet de lisser l'effort sur les retraites sur un très long terme. En fait, on s'attend à un creux en 2027 selon les chiffres, selon le corps, euh, le centre, le comité d'organisation des retraites, j'aurais pu le dire exactement, qui prévoit en effet un petit déficit selon la pire des projections aux alentours de 2027 et pour une dizaine d'années. Sauf qu'avec le fonds de réserve des retraites qui est tel qu'il est, on réduit déjà ce déficit de beaucoup. Donc c'est pas 12 milliards qui sont à trouver par an, c'est plutôt de l'ordre de 7 8 milliards à trouver par an. Et ça, on peut les trouver assez facilement si on va piocher dans les bonnes poches. Et on n'est pas obligé de mettre 2 ans ferme à n'importe qui, à tout le monde. Parce que là, l'intérêt de cette réforme, c'est qu'on est tous concernés. C'est ça qui est important et que dans les manifs, on voit beaucoup de solidarité en fait, avec des jeunes qui veulent pas que leurs parents tuent au travail, que les Et, retraités qui sont déjà retraités, comprennent bien que c'est difficile de faire 2 ans de plus et qui veulent pas le faire subir à leurs enfants. et moi, on est dans un modèle de société que je trouvais quand même assez bien, c'est que les retraités, ils sont pas là pour rien. Les retraités, généralement, pour moi, quand je vois beaucoup de personnes faire du bénévolat, bah, c'est beaucoup de retraités. Les retraités vont essayer d'être là pour généralement aider leurs enfants et surtout, des fois, bah, garder leurs petits-enfants. Parce que enfin, pour moi, une personne qui va travailler de plus en plus tard, c'est une personne qui ne pourra pas aider son enfant. Enfin, c'est vrai que je vois beaucoup, hein, comme bah, mes parents, même s'ils travaillent encore, mais dans la période où ma mère ne travaillait pas, ça me permettait à ma mère de garder mes enfants, par Mhm. exemple, et moi pouvoir travailler. Et pour une fois, ils avaient fait un truc intelligent. Bon, c'est vrai que pour moi, ils avaient fait un truc intelligent, c'est qu'ils s'étaient dit, dans tous les cas, le baby boom, il va nous retomber sur la tronche. Ouais, ouais. Donc, on va créer une réserve pour que quand eux, ils vont arriver en retraite, ça pénalise pas les jeunes. Ils avaient fait quelque chose de bien, quoi. Ils avaient réfléchi à quelque chose qui allait se produire 30 ans après. Là, bah forcément, ça va se produire. On a fait les réserves, on a tout fait, et ils nous disent que oui, on va être en déficit. Mais oui, mais on l'avait prévu. Ouais, C'est ça ouais, que je mais c'est comprends, c'est ça. ça qui m'énerve, tu vois, c'est que on a prévu quelque chose, on a fait un J'irais truc intelligent, j'irais et même au-delà de ça, en fait. C'est les réformes de Macron
par exemple la suppression de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui nous coûte 6 milliards sur les cotisations sociales, sur la réforme des retraites. Et en fait, en enlevant cette taxe il y a 6 mois pour favoriser à nouveau le grand capital et les grandes entreprises, et ben, c'est comme ça qu'ils creusent le déficit de la retraite en fait. Et c'est toujours la même stratégie. Pour la SNCF, pour l'hôpital, pour tout ça, pour tous les grands services publics, les grands systèmes de contribution et de solidarité qu'il y a entre nous, ils font toujours comme ça. Ils attaquent petit à petit, ils réduisent les dépenses, ils réduisent les moyens. Et après, une fois que ça, vu qu'il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de moyens financiers, ils disent, bah regardez, ça ne marche pas. Et la solution, c'est de privatiser. Mais sauf que si on arrive sur une retraite par capitalisation, ils n'arrêtent pas de nous dire on veut sauver la retraite par répartition. C'est pas vrai. C'est une entrée vers la retraite à capitalisation. Parce que on le sait, on ne pourra pas aller jusqu'à 64 ans pour faire nos cotisations. Et donc, on va avoir une décote, parce qu'on va partir avant l'âge légal de la retraite. Et du coup, on aura des pensions moins élevées, et ceux qui en ont les moyens vont se tourner vers la capitalisation et les retraites privées. Ouais, j'ai regardé les chiffres du chômage. Plus tu arrives à un certain âge, et plus les chiffres du chômage pour nos anciens sont élevés. Donc en plus, pour moi, ça va mettre, parce que le chômage, tu ne l'as pas pour une durée illimitée, surtout avec les réformes de Macron, où déjà on a diminué les indemnités et on a diminué le temps. Une personne qui va tomber au chômage, admettons, à 57 ans, pour retrouver du boulot à 57 ans en France, alors qu'ils ont largement le choix, les employeurs. C'est con. Après, certains secteurs comme la restauration, tout ça, n'en parle pas, mais on va dire qu'une personne de 57 ans va pas commencer à faire serveur, tu vois. C'est encore autre chose. Mais une personne de 57 ans, c'est la mettre dans une précarité. Alors, ça se trouve, cette personne-là a travaillé toute sa vie, elle va être au chômage à 57 ans, et elle va se retrouver dans une mer de monstres pour atteindre jusqu'à 64 ans. Donc, elle va peut-être avoir 1 an et demi de chômage, encore à 900 €. Et aujourd'hui, 900 €, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre avec 900 €, ou du moins pas vivre dignement, ça qui voilà, m'énerve. Et encore même 10 ans, avec 900 €, tu pouvais encore à peu près t'en sortir. Là, en ce moment, je vois pas mal de copains tomber au chômage. Ils ont tous à peu près 900 et quelques euros, ils étaient au SMIC, et encore voire 800 et quelques euros actuellement. Déjà, quand tu as un loyer, machin, un truc de chouette, tu tombes au chômage, en plus, tu n'as plus la prime d'activité puisque tu ne travailles plus, forcément. Donc tu vas perdre des fois, tu vas passer de 1400 €, admettons, à 800 €. Déjà, 1400 €, ils n'y arrivaient pas. Tu arrives à 800 et quelques euros, là, du coup, tu tombes dans une précarité folle. Tu vas te retrouver avec un loyer pas payé, deux loyers pas payés, une facture d'électricité qui arrive à la fin de l'hiver, et va paf. Et du coup, ça englobe, les gens, du coup, essayent de faire un crédit. Enfin, après, tu tombes sur un cercle vicieux et du coup, tomber sur un cercle vicieux comme ça, on va dire, dans la vingtaine ou dans la trentaine, tu peux encore t'en sortir. Tu vois, si tu arrives à te bouger, tu peux réussir. Mais si tu tombes dans un cercle vicieux comme ça, à 57, 58, même 55 ans, hein, et bah c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, j'aime bien cette expression que la pauvreté coûte cher, en fait. Parce qu'une fois que tu es dans le mal, une fois que tu as découvert, bah, tu payes des agios, par exemple. Au lieu de quand tu es très riche, tu as plein d'argent sur ton compte en banque, ils te le font fructifier, ils font gagner de l'argent. Donc ton argent travaille, d'après eux, et ils gagnent plus d'argent. Quand tu es pauvre, c'est l'inverse, en fait. Et de plus en plus, l'ascenseur social en France ne fonctionne plus. Voilà. Moi, quand je parle à quasiment tous mes amis, ils sont à découvert tous les mois. C'est des découvertes de 2, 3, 400 €. Mine de rien, c'est tous les mois comme ça. Donc, ils vont avoir des agios tous les mois. Ils vont avoir leur salaire qui va tomber, mais un salaire moins 400 €. Si tu touches le SMIC, bah, paf, tu n'as plus que 800 €. Tu payes ton loyer, ton machin, ton truc. Déjà, il est arrivé le 7-8 du mois, il te reste 100 €. Bah moi, c'est ce et que tu n'as toujours pas fait de course. Hein, c'est ce qui me paraît être la déconnexion la plus totale avec les classes dirigeantes, en fait. C'est qu'ils connaissent pas l'angoisse de pouvoir remplir le frigo. Ils connaissent pas l'angoisse de la facture d'électricité que tu n'as pas payée depuis 3 mois et que tu sais que tu vas finir par te faire couper l'électricité. Ils connaissent pas l'angoisse de faire un choix entre acheter les cahiers pour l'école aux gamins et acheter de la bouffe pour les gamins. Ou les inscrire à une activité extrascolaire parce que bah il faut... Du coup, on se coupe de la vie sociale. Moi j'ai été longtemps au RSA. C'est un calvaire de payer une bière, d'aller au bar, de pouvoir sortir. C'est impossible. Bah ouais. Et petit à petit, c'est une personne, deux personnes, trois personnes. Tu as de moins en moins de vie sociale en France. Hein. Si tu regardes même par rapport à il y a 20 ans et par rapport à aujourd'hui. Donc c'est sûr que si tu regardes la télé, on va toujours te faire voir au pire les petits Parisiens, les machins, les trucs. Et encore, c'est parce que on te focalise bien sur eux. Mais si tu regardes dans une généralité, même à Paris, tu as beaucoup de personnes qui sont du coup mais désociabilisées. Puisque c'est pas
leur propre choix. C'est que, en fait, si t'as pas d'argent, tu fais comment pour sortir? Tu fais comment même pour te payer une pinte à 5 euros? Ouais, et puis Hein. la honte, quand Mm. les autres te payent la bière ou des choses comme ça, tu te sens gêné, tu te sens pas entier toi-même et tu profites pas vraiment du moment parce que t'as honte. T'as honte. C'est... Moi, enfin, il y a même des gens, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens qui voulaient pas demander le RSA parce que c'est une étape, enfin, où c'est la honte et du coup tu deviens, enfin, tu prends toute la pression sociale que t'es un inutile, que t'es un assisté, que t'es tout ça, et qui préfèrent faire la manche dans la rue. Et ça, c'est quand même dramatique. Alors que quand t'es au fond du trou, il faut une main tendue pour t'en sortir, quoi. Et quand je rebondis sur le fait que tu disais qu'il y a de moins en moins d'humains, en fait, dans notre société, que la société a atomisé. Il y a des femmes de ménage, elles rencontrent jamais leurs collègues, quoi. Elles sont sur un site et elles ne croisent personne. Et ben, les manifestations, ça permet de faire ça. C'est à nouveau se rencontrer, à nouveau se parler, à nouveau faire du relationnel et se rendre compte qu'on est beaucoup à souffrir de la société actuelle et qu'on va... Recréer un lien social dans ce moment-là. Les gens, enfin c'est vrai que lors d'une manifestation, les gens vont avoir moins de mal à parler de, par exemple, leur découverte, tout simplement. Parler que ils ont du mal à nourrir leur famille. Si du moment que tu as cette personne qui sort, le poids de la pression sociale, du coup, remonte jusqu'à l'Élysée. Et c'est à ce moment-là que l'Élysée recule. Si Bah, je répondrai sur deux aspects, si tu veux. Déjà, il y a un aspect individuel, où il y a du gain individuel quand tu vas en manifestation. Aller aux manifestations, c'est se manifester. C'est reprendre possession de notre propre voix, c'est devenir pleinement citoyen, tu vois. Et pouvoir exprimer sa situation, son mécontentement, qui ne passe pas que par le vote. La manifestation, comme le vote, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de s'intégrer à la société, c'est un moyen de rencontrer des gens, c'est un moyen de devenir fort, en fait, tous ensemble. Ça, c'est l'aspect individuel. Et se aussi, sentir utile aussi. se sentir utile, Parce on est qu'à fier de soi à la fin de la quand... journée, quand tu fais une manifestation et que ça s'est bien passé, parce que généralement une manifestation dans la grande majorité des cas se passe très bien, tu te sens utile. Tu te dis, ouais, bah en fait, j'ai bien fait d'y aller. C'est ça. Et il y a aussi le côté où tu t'éclates. Hmm. Enfin, il y a de la musique, ça arrive qu'on danse, on chante. C'est super en fait. Moi, je fais des petites reportages pendant que je suis en manifestation et je vois tout le monde avec le grand sourire. Et puis là, on est là et on se bat, on lutte quoi. On a arrêté de s'adapter à un monde complètement pourri parce qu'on a pris conscience que s'adapter, ça a ses limites et qu'à un moment, il faut dire stop quoi. On a les plus grosses manifestations depuis ces dernières 30 ans et Oui. il écoute rien du tout. Alors que on est là, on fait ça bien, qu'il n'y a pas de heurts avec la police et tout Il n'y a ça. pas de casse. Et en fait, ben, j'allais dire, il nous conchit. Il nous conchit. Pour lui, on n'est rien, on est les gens qui ne sont rien. Il l'a dit il y a 4 ans. Et donc, il ne est nous sur son considère- piédestal. Là, donc, Il n'est même pas en France quand il y a les manifestations. Parce que traditionnellement, le président de la République, quand il est à l'étranger, il ne parle pas de la politique intérieure. Et voilà, il fuit. Il fuit parce qu'il sait que c'est archi impopulaire. Et il fait ça juste pour encore que les copains l'emportent, plus Bernard Arnault, première fortune mondiale, Cocorico, maintenant il serait peut-être temps de rendre l'argent, quoi. On y a tous contribué au fait qu'il soit premier mondial. Et ensuite, c'est vraiment une question d'ego, c'est pour marquer l'histoire, Macron. Il sait il peut pas se faire réélire, parce que de toute façon, il a fait ses 2 mandats. Donc il veut marquer l'histoire, il veut devenir Thatcher, il a dit j'ai mis à petit genou le peuple français. Sauf que il s'y attendait pas à ce niveau-là de mobilisation, hein. Ça l'a surpris, hein. Il s'attendait à de la résignation, hein. Et en fait, on est là, on lâche rien, et ça, son projet de réforme, il nous va pas. Déjà parce que c'est injuste, pas nécessaire, et que c'est pas la société dans laquelle on veut vivre. Notre réforme notre répartition, la retraite par répartition, ça inspire énormément de monde à l'international. C'est Martinez qui l'avait dit, c'est qu'il reçoit beaucoup de messages de syndiqués ou de populations du monde entier qui disent mais lâchez rien, parce que vous êtes notre source d'inspiration dans le monde. En fait, la France, son système de répartition est la source d'inspiration pour que les autres puissent gagner des droits. Et la France qu'on aime, la France historique, c'est celle-là. C'est la France qui a apporté les droits de l'homme. C'est la France qui apporte de l'émancipation au peuple et de l'égalité. C'est ça qu'on incarne et c'est ça qu'on incarne avec notre retraite par répartition. Il ne faut pas qu'on lâche ça. Un truc qui m'a fait plaisir il y a 2 semaines, c'est qu'au bas de l'Indèche, il y a eu une petite manif en soutien aux gens qui faisaient les manifestations à Paris, tu vois. Donc c'est de l'autre juste côté énorme. du monde, mine de rien. C'est ça. C'est de l'autre côté du monde. Donc on a encore une influence. Et que quand même, sachant que beaucoup ont perdu beaucoup pendant le Covid, moi le premier, donc je pense qu'il y a 100 ans, une personne comme Bernard Arnault, il n'aurait pas pu augmenter ses gains autant. Tu vois. Et je pense qu'il aurait forcément eu un problème avec la population. Et en fait, il y a une part c'est un peu honteux aussi d'accumuler autant. Parce que déjà, on sait qu'on ne peut pas faire de la croissance à l'infini sur un monde fini.
Déjà, Surtout maintenant avec les changements climatiques bah qu'il y a, justement, c'est ça on qui commence à entraîne. prendre C'est ça qui entraîne le réchauffement climatique. Donc, va falloir se mettre dans l'idée qu'à un moment, il va falloir moins produire et moins croître. Et ensuite, c'est la captation qu'ils ont. Parce qu'on a tous 24 heures dans la journée, en fait. Comment c'est possible qu'un gars qui travaille dur, même manuellement, il gagne 1000 fois moins que quelqu'un qui travaille aussi dur? Admettons qu'il travaille dur, je ne suis pas certain. Mais admettons qu'il travaille dur, comment il peut gagner, enfin, comment son travail peut produire 1000 fois plus de valeur qu'un autre? C'est juste pas possible. Donc, en fait, à un moment, on est sûr, c'est certain, il prend cet argent à d'autres. Il exploite d'autres personnes pour avoir cet argent. Et c'est quand même pas enfin, c'est pas normal. Moi, par exemple, je n'ai rien à voir, enfin, j'en veux pas à ceux qui sont millionnaires. Moi, très clairement, une personne qui est millionnaire, Tant mieux pour eux. on va dire que même si elle est née, que c'est un héritage ou elle s'est faite toute seule, encore, ça reste acceptable. Une personne qui est milliardaire, ça me pose problème. Là, il y a une trop grosse différence. Une personne qui a 2-3 millions sur son compte, même un petit peu plus. C'est pas ça le souci. C'est pas ces personnes-là qui vont nous créer du souci ou qui vont capter toute la richesse. C'est les autres. Les autres qui arrivent à des 1, 2, 3 milliards Bettencourt. Ouais, je sais pas, 8 milliards, je crois, peut-être. Un Ouais, truc comme ça. même pour moi, 8 Par milliards, héritage. je trouve ça absurde. C'est pourquoi avoir mieux. Enfin, c'est vrai qu'on a, on va dire, on prend un camembert. Tac, si t'en as, on va dire, si t'en as 5-6 qui, à eux tout seuls, prennent 90% du camembert, tu laisses les 10% à tout le reste, forcément ça peut pas aller. Les gens ils vont se battre pour les 10%, alors que non, il faudrait pas qu'ils se battent pour les 10%, il faudrait qu'ils se battent pour les 90 autres pourcents. Et c'est quoi? En plus, c'est une poignée de personnes. Hein, c'est Ouais. pas, Les c'est- 0,1% en fait. Et on voit que, en fait, sur la richesse produite, sur le PIB, de plus en plus leur pourcentage augmente. De plus en plus, la relation entre le revenu du travail et le revenu du capital va en tendance du capital. Donc ils gagnent des pourcents et c'est ces pourcents-là qui nous manquent, notamment pour les retraites. Si on taxait 2%, les 48 personnes les plus riches de France, on n'a plus de trou pour la retraite. Donc, tu sais, moi, des fois, je suis pour sacrifier un petit nombre, et encore sacrifier, sacrifier. Ils vont pas être dans le besoin. Hein. Ils vont pas être dans le besoin non plus. Donc, tu sacrifies 100 personnes, admettons, les 100 personnes les plus riches de France, en leur enlevant 50%. Au pire, après, s'ils veulent se casser de la France, ils se cassent de la France. Et en plus, pour beaucoup, ils sont déjà, entre guillemets... l'optimisation fiscale, 100 milliards d'évasion fiscale par an. Donc, voilà, tu sacrifies les 100 personnes, et comme on disait... le mot sacrifier, c'est peut-être pas le bon. C'est pas forcément le bon. Tu fais contribuer largement les 100 premières personnes en France pour sauver les 60 et quelques millions d'autres. C'est quoi 100 personnes par rapport? Et encore, c'est leur demander, leur prendre un petit peu plus, donc pour sauver tout le reste. Enfin, pour moi, je trouve ça largement acceptable. C'est pas comme ça qu'on les tue. C'est voilà. Après, s'ils sont pas contents, c'est le partage. S'ils sont pas contents, qu'ils partent de France, par contre, on va garder leurs entreprises. Parce Oui, que leurs entreprises, c'est les salariés français qui les ont créés. Et les savoir-faire, c'est nous. Enfin, les producteurs de richesse, c'est les salariés. C'est pas les capitaux. Donc c'est pas ces personnes-là qui, c'est pas eux, ils peuvent se vanter, tout ça, c'est pas eux, je dirais la fierté de la France, c'est tous leurs salariés, qui font la fierté de la France et qui font que le savoir-faire français est quand même bien vu dans le monde entier. C'est sûr. Et puis je rebondirais en disant qu'il faut se remettre en tête qu'une entreprise, c'est une société. Ce sont des humains qui se mettent ensemble pour travailler et pour produire quelque chose. Et comment on peut justifier? On est tous nécessaires dans une société. Il y a le chef, le PDG, il est nécessaire, le cadre, le manager, le salarié, ils sont tous autant nécessaires. T'enlèves les salariés, il n'y a plus d'entreprise. C'est peut-être un peu moins vrai pour les autres. Mais n'empêche que du coup, on ne peut pas justifier, puisque tout le monde est nécessaire, on ne peut pas justifier des écarts de salaire pareils, quoi. On peut parler des retraites chapeau, par exemple, qui est déjà un peu du capitalisme dans notre système de répartition. Les retraites chapeau, c'est les grands chefs d'entreprise qui, au lieu de toucher sur leur salaire, ils le mettent directement dans ce qu'on appelle les retraites chapeau, qui est en fait une avance sur leur retraite. Mais c'est des chiffres fous. Et en fait, ils font ça parce qu'ils ne payent pas d'impôts dessus, ils ne payent pas de cotisation dessus. Ils se retirent, ils font sécession du partage national et de la contribution nationale, et après ils se retrouvent à partir à 45 ans, 50 ans, enfin quand ils veulent, avec des retraites chapeau qui vont jusqu'à 750 000 euros par an ou par mois. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas les chiffres devant moi. Mais en gros, ils sont déjà en train de faire sécession. Et le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, que les grandes entreprises, par rapport à nos PME, TPE, ne payent pas d'impôts non plus, et ben là aussi, ils ont déjà commencé à faire sécession. Il est temps de leur dire, revenez, déjà, on travaille, on fournit nos vies pour que
pour que la France soit encore à l'échelon mondial dans la compétition, ok, mais maintenant, il faut rendre l'argent, quoi, tout simplement. On a assez donné, il faut redonner. Sinon, enfin, ce qui est inquiétant dans ces manifestations-là, si Macron ne nous entend pas, ça peut dégénérer après. J'aime pas du tout cette vision-là, mais moi, je ne la souhaite pas. Je suis un pur pacifique et je pense qu'on peut réussir à passer, à faire sans ça. Le problème, c'est que quand il y a de la casse, il y a de la colère. Hein. Quand il y a de la casse, il y a toujours des victimes collatérales. Puis c'est un truc de dingue. Manifester, c'est aussi des victoires. Hein. Parce que le pendant de ce que tu es en train de dire, Dimitri, c'est que manifestant, on a gagné des victoires. J'aimais beaucoup l'argument de ouais, les grévistes, ils vont nous pourrir les vacances. Mais en fait, s'il y a des vacances, c'est grâce à la grève. Hein. S'il y a la 5e semaine, s'il y a les congés payés, tout ça, c'est grâce à la grève. On conquiert des droits. Il y a un visuel qui montre tous les droits qu'on a conquis depuis 45 grâce à la grève. Et en fait, c'est la prochaine étape parce qu'il nous entend pas. On veut pas être violent. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est bloquer le pays. Les syndicats ont déjà appelé le 7 mars à commencer à bloquer le pays. Donc là, ce qu'on a à faire maintenant, c'est se préparer. C'est ça. Voilà. C'est se préparer et être nombreux. Plus on sera nombreux et plus on aura de chances de changer les choses. C'est toujours ça. C'est ça le truc. C'est le nombre qui fait foi. On a un pouvoir d'influence, on a un pouvoir pour aider ceux qui sont au front et aussi pour se manifester parce qu'on fait partie de cette société. Bah, je pense que comme première petite vidéo, bon, on a déjà parlé de pas mal de choses. Je m'attendais pas que ça soit pas si long. Et j'espère que cette première petite vidéo vous a plu. Moi, je vous invite à marquer un petit commentaire, surtout à liker. Et de toute façon, on vous retrouve assez rapidement pour une deuxième vidéo. À plus tard. Allez, merci.